Bonjour. En ce moment où nos déplacements sont très contraints, nous rêvons volontiers d'horizons lointains. Et pour ma part, je ne connais pas de meilleur guide que la grande exploratrice française Alexandra David-Nel. Nous allons donc parcourir, trop rapidement bien sûr, la fabuleuse histoire d'Alexandra David-Nel, ou pour reprendre le titre d'une biographie qui lui a été consacrée, le lumineux destin d'Alexandra David-Nel. Donc, Louise Eugénie Alexandrine Marie David, née en 1868 à Saint-Mandé, une commune limitrophe de Paris. Un astrologue avait prédit un destin extraordinaire pour cet enfant et vous verrez qu'il n'avait pas tout à fait tort. Donc elle grandit entre la Belgique, d'où sa mère est originaire, et la France, auprès de son père, qui est tout à la fois protestant, socialiste, franc-maçon, instituteur et journaliste. Si sa mère ne s'est jamais beaucoup préoccupée d'elle, en revanche, son père a été toujours très présent et l'a encouragée dans ses rêves. Elle reçoit une éducation traditionnelle à cette époque, à travers différents pensionnats, où elle apprend également la musique et le chant. Et elle côtoie, grâce à son père, les milieux anarchistes, socialistes, féministes et francs-maçons. Elle-même est initiée à la loge écossaise et elle cofonde la première obédience mixte au monde. En 1889, elle se convertit au bouddhisme et commence aussi à fréquenter assidûment le musée Guimet qui ouvre ses portes également cette année. Elle se passionne pour le bouddhisme et pour la religion du Tibet. Elle apprend le sanskrit, le tibétain, elle perfectionne son anglais, elle sait traduire l'italien et elle acquiert même des notions de pali. En 1895, elle va entrer au conservatoire de Bruxelles, d'où elle sort avec le premier prix de chant. Et comme elle a besoin d'aider financièrement ses parents, elle accepte un poste de première chanteuse à l'opéra de Hanoï et elle va avoir une carrière de chanteuse d'opéra sous le nom d'Alexandra Myrial. Elle chantera dans différents pays d'Europe et tout en écrivant des articles pour les revues féministes ou socialistes. Et elle commence aussi à écrire ses premiers écrits sur la religion du Tibet. En 1904, elle épouse à Tunis Philippe Nel de Saint-Sauveur, qui est ingénieur en chef des chemins de fer tunisiens. Donc d'où son nom, Alexandra David Nel. Voilà. Leur mariage fut parfois orageux, mais toujours empreint d'un profond respect mutuel. Et son mari va s'occuper de ses affaires pendant ses longs voyages. Il la soutiendra même financièrement lorsqu'elle en aura besoin. Et tout au long de leur vie, ils entretiennent une correspondance très suivie. Leur vie commune va cesser en 1911. Le père d'Alexandra vient de mourir et elle décide alors qu'elle va partir pour un voyage en Inde. Donc elle annonce à son mari qu'elle part pour un voyage de 18 mois et elle reviendra 14 ans plus tard, en 1925. Après Ceylan et Calcutta, Alexandra joint le nord de l'Inde, le Sikkim, en 1912. Et là, elle fréquente de nombreux monastères bouddhistes pour perfectionner sa connaissance de la religion. Pour elle, c'est un voyage intérieur essentiel et on peut le suivre d'ailleurs à travers ses écrits et les nombreuses photographies qu'elle fait, qui sont des documents assez exceptionnels, à la fois pour l'époque, parce que peu d'Occidentaux y avaient accès, et aussi aujourd'hui encore, parce qu'il nous montre un monde qui a disparu. Quand elle est dans ses lettres à son mari, on peut voir combien elle a trouvé son élément, combien elle se sent à l'aise, comme elle l'écrit dans une lettre de mai 1912. Très cher, tu vas te moquer de moi, je rajeunis. Oui, en vérité, il est des jours où je ne me reconnais plus dans la glace. Des années, de nombreuses années,
ont disparu de mes traits. J'ai maigri un peu, pas énormément, et j'ai des yeux où luit toute la clarté des Himalayas. Effet de l'altitude, je crois, de l'air très pur que je respire. En 1914, dans un de ces monastères, elle rencontre un jeune lama de 14 ans, Afur Yongden, qui va devenir son compagnon de voyage et qu'elle adoptera comme fils un peu plus tard. Tous deux vont se retirer dans un ermitage au nord du Sikkim où ils vont approfondir pendant plusieurs années leur connaissance de la religion, du bouddhisme. Et à l'issue de cette période, Alexandra recevra le nom religieux de lampe de la sagesse. C'est aussi pendant son séjour himalayen là, qu'elle va rencontrer le 13e Dalai Lama et obtenir une audience du Dalai Lama pour une occidentale à cette époque-là. C'est un fait tout à fait exceptionnel. Mais son rêve le plus cher, le plus fou, c'est d'atteindre le Tibet et de visiter la capitale mythique Lhasa. Elle ne peut pas partir vers cette destination à partir de l'Inde parce que l'administration britannique le lui interdit. Et ce n'est pas ça qui va arrêter sa détermination. Donc elle va emprunter des chemins détournés et ô combien détournés, puisqu'elle passe par la Corée, le Japon, la Mongolie, la Chine. Et à cette occasion, ils vont faire, Yongden et elle, une pause de 3 ans dans un monastère au Tibet où elle va traduire, c'est de 1918 à 1921, la fameuse Prajna Parimata, c'est-à-dire la perfection de la sagesse. En 1923, elle a donc alors 56 ans, elle décide que c'est le moment de partir vers le toit du monde qui l'a fait rêver et ils vont tous les deux entreprendre leur périple himalayen à partir de la province chinoise du Yunnan. Et donc c'est une très longue marche de 2000 km qui va durer 8 mois. Pour ce faire, elle a l'idée de se déguiser en vieille tibétaine afin de passer inaperçue, et son stratagème est de se fondre dans un groupe de pèlerins bouddhistes en se faisant passer pour une mendiante. Ils vont ainsi marcher dangereusement, en évitant les villages pour ne pas se faire remarquer, en dormant à la belle étoile, en mendiant leur nourriture, comme les pèlerins pauvres du pays. Mais la récompense, c'est aussi les paysages qu'ils ont l'occasion de découvrir. Pendant des jours, nous marchions dans la demi-obscurité d'épaisses forêts vierges. Puis, soudain, une éclaircie nous dévoilait des paysages tels qu'on n'en voit qu'en rêve. Pics aigus pointant haut dans le ciel, torrents glacés, cascades géantes dont les eaux congelées accrochaient des draperies scintillantes aux arêtes des rochers. Tout un monde fantastique, d'une blancheur aveuglante, surgissait au-dessus de la ligne sombre tracée par les sapins géants. Nous regardions cet extraordinaire spectacle, muets, extasiés, prêts à croire que nous avions atteint les limites du monde des humains et nous trouvions au seuil de celui des génies. Ils finissent par atteindre Lhasa en février 1924 et donc ils vont pendant 2 mois visiter la capitale du Tibet et aussi les monastères environnants jusqu'à ce que Alexandra soit démasquée et donc renvoyée en Inde. Quand ils arrivent à Bombay, elle est déjà célébrée comme une grande exploratrice et elle fut de même acclamée lors de leur retour en France en 1925. Les journaux la traitent comme une héroïne nationale, elle est quand même la première occidentale à avoir pu pénétrer à Lhasa et on la qualifie de la Française la plus remarquable de notre temps. Elle va publier en 1927 son livre qui est sûrement encore le plus connu,
Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Il paraît simultanément en France et aux États-Unis et il la propulse tout de suite dans une célébrité internationale. Euh, Son éditeur orchestre bien aussi la publicité, hein, le plan marketing marche très très bien. Et donc, riche et célèbre, en 1928, elle va s'installer dans une maison qu'elle achète à Digne, dans les Alpes, hein, et elle baptise cette maison Samten Zongu, qui veut dire forteresse de la méditation. C'est là qu'elle va écrire plusieurs livres relatant ses voyages et qu'elle entretient aussi son jardin, notamment ses rosiers, hein, puisque c'était sa fleur de prédilection. D'ailleurs, si vous visitez aujourd'hui cette maison qui est devenue un musée, vous verrez dans le jardin qu'il y a toujours beaucoup de roses. Pendant une dizaine d'années, elle va donc poursuivre ses recherches. Elle va donner des conférences en France, en Europe, aux États-Unis sur le bouddhisme et sur les différents aspects des cultures asiatiques. Et ses livres connaissent des succès retentissants. Elle est traduite dans une trentaine de langues. Et elle a eu toujours la chance, on peut dire, peut-être particulièrement à cette époque, bien qu'étant une femme, d'être toujours respectée parce que ses connaissances sont à la fois incontestables et son érudition inégalée. Mais la vie d'aventure manque à Alexandra Davinel et l'Asie aussi. Et donc elle décide en 1937 de repartir pour la Chine, avec Yongden bien entendu. Mais bah, ils arrivent en Chine à un mauvais moment, on va dire, au cœur du double conflit de la guerre civile et de la guerre sino-japonaise, comme elle l'écrit dans une lettre à un de ses cousins. Le destin s'est moqué de moi en me ramenant en Chine au moment où elle allait être bouleversée par une guerre effroyable. Donc pendant un an, Yongden et elle errent dans la Chine, de région en région. Et finalement, en juillet 1938, ils rejoignent la ville tibétaine de Tatsienlu, où ils vont faire une retraite de 5 ans. Donc c'est là qu'elle apprend le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale et aussi, en 1941, la mort de Philippe Nel. C'est un événement qui la marque profondément, hein, c'est vraiment une rupture dans sa vie. Finalement, Yongden et Alexandra vont rentrer en France en 1946 et s'installer dans la maison de Digne où Alexandra va reprendre ses travaux d'écriture. Malheureusement, elle perd brusquement Yongden qui meurt brutalement en 1955. Et elle va lui dédier, en 1964, le dernier ouvrage qu'elle écrit, hein, qui est 40 siècles d'expansion chinoise. À 100 ans, elle demande encore le renouvellement de son passeport au préfet du département, mais elle n'aura pas le temps de l'utiliser car elle décède en septembre 1969, peu de temps avant son 101e anniversaire. En 1973, son amie et sa dernière secrétaire, Marie-Madeleine Perronnet, va emmener ses cendres, ainsi que celles de Yongden, à Varanasi, en Inde, afin de les disperser dans le Gange. Donc, vous voyez, la vie d'Alexandra Davinel, c'est comme un film, hein, avec un scénario plein de rebondissements. Et c'est un petit peu comme ça que déjà, elle voyait sa vie en 1915, hein, c'est-à-dire bien avant le terme de sa vie, dans une lettre qu'elle écrivait à son mari. Je regarde dans le passé les événements de ma vie, de celle des autres. Je me revois enfant à Saint-Mandé, jeune fille à Bruxelles. Je me vois au Tonkin, dans l'Inde, en Tunisie. Je conférencie à la Sorbonne. Je suis artiste, journaliste, écrivain. Des images de coulisses, de salles de rédaction, de bateaux, de chemins de fer, se déroulent comme un film. Il y a là-dedans de la joie, des rires, des frissons de triomphe, de la douleur, des pleurs, des affres,
des tortures sans nom. Tout cela est un défilé de fantômes sans consistance. Tout cela est jeu de l'imagination. Il n'y a ni moi, ni autre. Il n'y a qu'un rêve éternel qui se poursuit, enfantant d'éphémères personnages, d'irréelles péripéties. Dans les nombreux livres d'Alexandra Davinel, vous allez peut-être assouvir votre goût des voyages ou trouver de la sagesse, mais dans chacune des pages, en tous les cas, vous pourrez avoir la certitude qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves parce que même les plus fous se réalisent. Bonne semaine, au revoir.